Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Grow Fast Now What. Ce podcast vous propose de découvrir les plus belles histoires de la French Tech, cet ensemble de startups et de scale-up prometteuses qui seront peut-être les champions tricolores de demain. De leur début, que ce soit de leur cuisine ou de leur chambre d'étudiants, jusqu'à aujourd'hui, nous allons retracer leurs histoires. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage, du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas, et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Leur parcours, loin d'être un long fleuve tranquille, est une formidable source d'espoir et de motivation pour ceux qui rêvent un jour de tester leurs idées, décider de leur destin, voire de changer le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laure Cohen, cofondatrice de Certideal, entreprise qui propose des smartphones, tablettes et ordinateurs portables reconditionnés. Il s'assure que chaque appareil passe par un contrôle qualité rigoureux et offre une garantie de 24 mois. En reconditionnant les appareils en France, il contribue à réduire les déchets électroniques et à promouvoir une consommation plus responsable. Comment est née l'idée de Certideal il y a 9 ans? Quelle est la proposition de valeur de la société dans un marché qui ne cesse de croître? Comment Certideal arrive au quotidien à conjuguer croissance et engagement, que cela soit au niveau environnemental ou sociétal? Nous explorerons ces questions avec Laure Cohen au cours de cette période. Vous écoutez Grow Fast Now What, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech. Bonjour Laure. Bonjour Franck. Je suis très heureux d'être dans tes locaux, puisque c'est une usine à Levallois déjà, c'est quand même assez atypique. Pour commencer, peut-être que tu pourrais te présenter, nous raconter ton parcours pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Avec plaisir. Donc, je suis Laure Cohen, je suis cofondatrice de Certideal. Alors, mon parcours, je vais repartir du début. Au commencement, puisque dans la question de lancement, on se dit d'où est née l'idée, d'où tu venais, qu'est-ce que tu faisais avant? Alors moi, j'ai un background qui est plutôt financier. Je fais des études de finance d'entreprise, donc d'ingénierie financière, plutôt sur l'analyse du coup d'une entreprise, analyse action, fusion-acquisition. J'étais à Londres, j'ai commencé à travailler là-bas. Je pense que j'avais, malgré tout, une petite fibre entrepreneuriale qui était en moi, ancré. Quelque part, qui me suscitait à monter des projets, quand bien même je bossais dans un milieu financier, je réfléchissais, mais pourquoi nous, en France, on n'a pas le pressing dans les entreprises? Donc, je commençais à parler au comité d'entreprise, etc. Donc, j'avais cette, je dirais, un petit peu vocation de lancer quelque chose et d'être un peu précurseur de projets. Je bossais pour une entreprise qui avait été rachetée par un fonds, plutôt en redressement. Et on devait piloter un peu cette société avec mon associé d'aujourd'hui, donc le cofondateur, Johan. On devait s'approvisionner en smartphone. Donc, on était à ce moment-là en 2012. Le smartphone commençait à créer, c'était BlackBerry plutôt. Et on avait un produit qui était une application de test logistique. Une application de test plutôt sur les produits, destinée au B2B. Et on devait tester cette appli qui était une appli de roaming. Donc roaming, c'est le reroutage d'appels, etc. À l'époque où le roaming était facturé par les opérateurs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et on devait s'approvisionner du coup sur ces terminaux. On avait le choix avec soit des sites de petites annonces, type Le Bon Coin, soit il y avait déjà, je pense, des Cdiscount ou autres sites de la sorte. Du coup, avec des petits moyens, on n'avait pas vocation à acheter du neuf, donc on est allé sur Le Bon Coin et puis on a eu plusieurs expériences plus ou moins positives. Parce qu'à l'époque, on se rappelle, il n'existait que ce qu'on appelle des matériels d'occasion. Exactement. On appelait ça l'occasion. C'était la seconde main, pratique un peu complexée, on va dire, qu'on assumait beaucoup moins qu'aujourd'hui par le reconditionné. Et du coup, je me suis retrouvée à devoir acheter des produits dans la rue, finalement les brancher une fois arrivée au bureau et puis, je sais pas, la batterie tenait pas, il fonctionnait pas sans être sur sa charge. Bon, expériences diverses et variées. Et là, on s'est dit, c'est étrange. Aujourd'hui, tu as des réflexes d'occasion pour plusieurs marchés. Par exemple, la voiture. Tu penses plus à acheter une voiture d'occasion avant même d'aller regarder une voiture neuve. Pourquoi? Parce que tu as un contrôle technique, tu as un rapport, tu es assez rassuré. Les vêtements commençaient, puisque Vestiaire Collectif commençait à s'implanter, on en entendait parler en France. Et donc, pareil, on revendait des vêtements, c'était sur du luxe, mais les vêtements se revendaient. Et BlackBerry commençait à coûter de plus en plus cher, il y avait de plus en plus de versions, et est arrivé Apple avec son iPhone 3GS, etc. Et là, je me suis dit,
c'est bizarre. Le téléphone qui coûtait 100 € avant, qui était un Nokia 3310, où on se souciait pas vraiment d'avoir quel modèle, puisqu'il y avait qu'un modèle, quand le portable est sorti. Là, on commence à réfléchir d'abord à quelle marque, quel modèle, et puis les prix commencent à devenir vraiment chers. On était sur des 300-500 €. Aujourd'hui, on est plus à du 1500-2000 €. Si on pouvait avoir un iPhone 16 à 350, on serait tous très heureux, mais c'est plus, on a rajouté quasiment à zéro. Tu peux avoir du coup un reconditionné. C'est exactement le panier moyen aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, OK, c'est un marché qui va grandir. Faut réfléchir à ce marché. Et on va faire le pari de créer une boîte qui va croiser un acheteur et un vendeur. Et nous, on sera le contrôle technique. Donc, dès le départ, dans la vision, c'est de se dire, on a un besoin qui est en train de s'exprimer. Tu sens le marché avec ton associé. Et tu te dis, malgré tout, là où le bas blesse, c'est sur la qualité. Et de se dire, si on doit émerger, il faut vraiment tout miser sur la qualité. Pour que le marché grandisse, je me suis dit, il faut qu'il y ait un contrôle, il faut qu'il y ait une réassurance pour le client. Donc, pari tenu, on a lancé CertiDeal, Certi pour certifier, Deal pour t'achètes un produit d'occasion. Et donc là, on est en quelle année? Parce que tu dis 2012, tu ressens le besoin. 2012, on commence à ressentir on commence à avoir le besoin, nous, dans une activité annexe, dans une autre boîte qu'on pilote. Donc, on dirige ensemble. Donc, du coup, on apprend déjà à bosser ensemble. 2014-2015, je sens le besoin. Plus que identifié, je me dis, c'est bon, on se lance. Et fin 2015, on lance CertiDeal. À ce moment-là, on se rend assez rapidement compte que j'arrive assez bien à capter l'acheteur, mais en revanche, le vendeur, c'est-à-dire la personne qui va revendre le téléphone qui est dans son tiroir dont il n'a pas besoin, on a du mal à le capter. C'est-à-dire que le geste environnemental, finalement, ou d'économie circulaire, il est pas hyper incentivé. Et puis on est, encore une fois, il y a quasiment 10 ans, 8 ans, 9 ans. C'est ça, le réflexe de revendre n'est pas hyper démocratisé, pas évangélisé. Et là, je me dis, OK, donc il faut industrialiser finalement l'offre, il faut que j'arrive à me sourcer de manière vraiment industrielle. Et par contre, il y a un marché d'acheteurs. Et là, on lance CertiDeal. On se dit, OK, on va gérer la chaîne logistique de A à Z. Et c'est la différenciation de CertiDeal sur un marché dans lequel existaient soit des sites d'annonces, soit des marketplaces finalement, une grosse marketplace qui est encore aujourd'hui sur le marché, et les Fnac, ces discounts qui existaient et qui avaient une grosse présence à l'époque. Donc première différenciation, ça c'est quelque chose d'assez important. Dès le départ, vous vous dites que en fait dans ce marché il y a deux acteurs, comme tu l'indiques, il y a les marketplaces que l'on connaît tous. Et de l'autre côté, on a les gens qui font du reconditionnement, c'est-à-dire qui sont en marque blanche et dont le métier, c'est de prendre des téléphones, de les rafistoler, de les remettre en état ou de les contrôler et de les revendre à des opérateurs ou à des grands sites. Donc, il y avait ces deux métiers. Donc, vous vous dites, on veut être ni l'un ni l'autre. Et notre vision, c'est de réunir en fait ces deux métiers pour en faire qu'un seul, ce qui est atypique. Exactement. On se dit que finalement, on va pas se soucier de par quel canal on va revendre. En fait, le canal de revente, ce sera CertiDeal. Pourquoi? Parce que la manière de faire ce qu'on va mettre en place dans la chaîne logistique, c'est-à-dire dans le contrôle du produit, dans le test, dans la garantie qu'on va apporter, va être différenciant par rapport aux autres acteurs. Et donc, c'est une marque à part entière, et vendre parmi plein d'autres vendeurs comme agrège les marketplaces, des vendeurs où tu as finalement à boire et à manger, des vendeurs de partout dans le monde, et donc c'est un super canal de distribution, mais tu sais pas vraiment la qualité que tu vas recevoir. Nous, on s'est dit, on va avoir des standards de qualité, de test, de reconditionnement, d'état, et ce sera les produits CertiDeal. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, assez rapidement, la garantie légale minimum, mais qui était la pratique, c'était 6 mois. Nous, on est allé très rapidement à 24 mois. Donc là aussi, grosse différenciation. Donc, comme vous êtes à la fois... Vous êtes toute la chaîne, sur toute la chaîne, en fait. Vous allez acquérir le téléphone, vous allez le tester, on reparlera un petit peu du process. Et quand vous le vendez, comme il y a 24 mois en fait, de garantie, quelque part, ça vous engage, ça vous oblige à suivre en fait de manière assez précise. Et du coup, à contrôler le produit, parce que quand tu t'engages sur 2 ans de garantie, tu as plutôt intérêt à avoir contrôlé ton produit et à être assez investi dans la qualité du produit que tu vas vendre. Parce que sinon... Donc du coup, donc, vous lancez la société. Si on parle des grandes étapes, vous levez de l'argent, mais finalement dans des montants qui sont
quand on regarde ce qui s'est passé, alors encore une fois, on est avec des gens qui nous écoutent, qui connaissent bien la French Tech, avec des sommes qui étaient assez mirobolantes dans ce secteur. Finalement, 3 levées en 2018, 2020, 2021. En tout, on est à 25 millions d'euros, ce qui peut paraître énormément d'argent pour les gens qui ne sont pas initiés, mais finalement, dans un métier tel que le vôtre, ce n'est pas énormément d'argent. Quelle était la thèse au départ et voilà, comment vous avez mené cette négociation, cette interaction avec l'écosystème aussi des crypto-risqueurs? Alors, je dirais qu'on a levé ce qui correspondait à notre besoin et à la vision qu'on avait, plutôt moyen terme, du marché et de la dépense qu'on allait avoir. Les levées, on les a faites pour, je dirais, 3 grosses raisons. Tu as la première qui était le marketing. C'est un marché de B2C historique. Aujourd'hui, on a pas mal de B2B sur des demandes entrantes et sur un changement de consommation, donc une évolution et une prise de conscience de l'impact au sein des entreprises. Mais à la base, c'était du B2C. Et du coup, dans le B2C, tu as une marque, tu mets en avant une marque. Si tu n'existes pas ou si tu n'es pas visible, ben, les gens ne viendront pas. Donc, il y avait ce besoin. Après, il y a un besoin de recrutement assez naturel, comme tu peux imaginer. Ben, tu structures ta société. Puis au début, tu as toutes les casquettes. Donc, tu es SAV, tu es logistique, tu es aussi financier, tu es directeur financier et en même temps directeur achat. Et puis après, tu structures. Donc, on avait besoin de ça pour ces raisons. Et je dirais que le troisième besoin, la réalité, c'est l'ouverture marché, la consolidation de tes marchés et la pénétration dans ces marchés qui requiert aussi, mais ça va avec finalement le recrutement que tu fais et le marketing. Mais en tout cas, c'est ces aspects qui ont fait qu'on levait. On avait, je pense, dès le départ, une société à 50% chacun. On avait la prise de conscience de la dilution, de plus tu levais, etc., de la course à la levée. On entendait des histoires, on était... Première levée en 2017, il y en avait déjà eu avant quand même. Oui. Donc, on avait des histoires inspirantes ou pas inspirantes, puisqu'on avait... on parle de 2021, 15 millions. À l'époque de 2021, on se rappelle que 2021, c'est le pic de la bulle. J'imagine que vous avez eu des offres pour des montants... donc, il y a eu aussi une volonté, quand tu dis on a levé ce qu'il fallait. Est-ce que, du coup... je pense qu'il y a 2 profils de fonds. D'abord, on s'est plutôt adressé à des fonds français. Français et impact, non? Français et impact. Ouais. Et c'est hyper important. Donc, français, c'était le premier point. Impact, c'est le deuxième point. En gros, tu as eu une course à la levée qui a existé, qui était plus tu fais de la croissance, presque plus tu brûles, plus tu lèveras. Oui, bien sûr. Et plus tu vaux cher. Et plus tu vaux cher. Nous, dès le départ, on avait... je dirais une hypothèse qui était, c'est pas de la prudence, c'est plus de la gestion, la boîte. On s'est dit, OK, 1 euro dépensé rapportera 1,x. Enfin, ça rapportera. Un modèle, voilà. Donc, tu reviens tes basiques, ton modèle, d'un client qui tu dépenses pour l'acquérir, mais en revanche, tu sais qu'il te rapportera. Et dans cette logique, on est allé sur du repeat business. On avait vraiment des métriques qui nous montraient, on s'adressait à plutôt un père de famille, une mère de famille, donc qui avait une volonté d'être rassuré sur son achat, un achat serein, qui achetait pour sa famille, donc son mari, ça aussi, ses enfants. C'est différent, je crois. J'ai lu en fait que vous avez beaucoup de repeat. C'est-à-dire que des gens qui, parce que le profil père de famille qui a des enfants, qui va acheter pour lui, et quand il voit que ça marche bien, il va acheter pour ses enfants. Ce qui vous donne en fait un coût d'acquisition, du coup, quand plus il y a de repeat et plus en fait... Exactement, un client, aujourd'hui, 8 ans après, un client continue de nous rapporter. Parce qu'en fait, il revient chez nous, il rachète. Et ça, c'est hyper important pour comprendre aussi comment on a géré aussi le besoin de financement. Et le deuxième point, c'était l'impact. Les fonds impact, on s'est adressé à des fonds plutôt français, voire même de la société parisienne. Et là où on était à une époque où c'était la mode de dépenser et de perdre de l'argent. Quand aujourd'hui, je dirais que la mode, si on parle de mode, c'est plutôt d'être profitable. On va y venir, mais quand même, dans ce choix, finalement, à aujourd'hui, et je pense qu'il faut en être fier, en gros, si 3 indicateurs clés, en gros, une idée du chiffre d'affaires, profitable, pas profitable, le nombre de personnes, si tu peux nous donner ces éléments. Alors, chiffre d'affaires, 100 millions. Profitable, oui, depuis l'année dernière, avec un modèle profitable tous les mois, donc une rentabilité qui a été atteinte et qui est aujourd'hui permanente.
Et en termes de personnes, on est environ un petit peu moins de 150 personnes chez Certideal. Ce qui veut dire que par rapport au modèle que vous avez entre guillemets vendu au fond, qui était un modèle un peu prudent avec du repeat, quelque part, bon, vous avez délivré ce que vous aviez en fait pensé, écrit, à savoir qu'avec un cash levé raisonnable, vous arriveriez en fait à atteindre, parce que 100 millions, c'est quand même un cap important en termes de taille. Et deuxièmement, la profitabilité qui permet de dire que le modèle, il est scalable. Exactement. Dans une version. Et c'est pour ça que plus que prudent, je dirais plutôt un modèle périn, d'une société pérenne. Et c'était hyper important pour nous, ça. C'est pas tant de la prudence, parce que de la croissance, on est allé en chercher. On a grandi assez rapidement. Certideal, seul acteur qui vend sur Certideal. On ne vend que sur les sites Certideal. Donc 100 millions d'euros de chiffre d'affaires déjà dépassé. C'est, si tu veux, une société qui n'est pas allée non plus à tâtons sur un marché qui grandit et aujourd'hui qui fait en moyenne un peu plus de 15% du marché du neuf. Donc c'est aussi un marché qui a grandi, mais c'est plutôt le côté société pérenne qui a continué de grandir, qui a sa position de leader, co-leader en fonction des marchés, mais qui a une position, en tout cas, sans débat, très challengeante. Chez tous les acteurs en France, en Espagne et en Italie, qui sont nos 3 plus gros pays. Donc, on a dressé un peu le portrait robot de la société, vos ambitions. On a un sujet qui est important quand on pense à Certideal. J'en ai parlé au départ, j'ai parlé performant et engagé. C'est 2 thématiques qu'on aime bien chez EY, parce c'est quelque chose qu'on porte assez fortement. L'engagement, il se traduit comment chez Certideal ? Il y a un côté qui paraît complètement intégré dans la provision de valeur, puisqu'on est dans l'économie circulaire, donc de facto, on imagine bien celle-là, mais en discutant un petit peu, en préparant cet entretien, tu m'as dit non, mais il n'y a pas que ce côté-là, il y en a aussi un autre, et j'aimerais t'entendre sur le sujet. Ouais, alors, le sujet, c'est que, déjà, je pense que nous, fondateurs, on a besoin d'avoir un sens dans ce qu'on fait et dans nos actions. Et Certideal, ça a été pensé avec, on va donner un sens. Donc oui, on est sur un marché de seconde main, d'occasion. Donc, sur un produit qui est un produit tech, on va lui redonner une seconde vie, une 3e vie, parfois même une 4e vie. Donc je pense que, sans le débattre, on va être tous d'accord sur l'impact écologique. Oui. On va éviter des terres rares, d'impact carbone, on va participer. Ça, il n'y a pas de débat sur le produit. En plus de ça, et ça c'est hyper important pour nous, c'est donner un sens à la société. C'est-à-dire que la personne qui ne peut pas se procurer pour des raisons financières, parce qu'en plus, c'est la première motivation de ce marché, même si on te dira, oui, moi je le fais pour l'économie circulaire, le sujet étant quand même que si tu n'as pas le prix, ton produit ne se vendra pas. Oui, c'est assez sensible d'ailleurs, je crois. C'est ça hyper se joue sensible. À quelques dizaines d'euros. C'est sensible. Et pourquoi c'est sensible ? C'est que l'impact sociétal est super fort. Aujourd'hui, tu as une population qui ne peut pas forcément s'acheter un appareil neuf. Si on prend l'exemple, je sais pas, de l'iPhone 16, tu l'as pris au départ, l'iPhone 16 a entre 1000 et 2000 euros, parce qu'on prend la fourchette large en fonction de toutes les gammes. Ben, tout le monde ne peut pas se procurer ce téléphone à ce prix-là. Le prix moyen sur le marché du reconditionné, pas tant chez Certideal, mais globalement, c'est 400 € TTC. Et ça te permet d'avoir un produit qui va être de chez Apple, un iPhone, avec lequel tu vas pouvoir tout faire, télécharger toutes les applications. Enfin, l'usage va être exactement le même que celui sur l'iPhone 16. L'appareil photo va avoir encore 3 caméras, enfin, sur la gamme de prix dont je te parle. Ouais, et peut-être aussi, si on va un cran plus loin, quand on parle de la fameuse fracture numérique et le fait qu'aujourd'hui tout est digitalisé, donc l'accès à l'emploi, l'accès à l'éducation passe par un outil digital. Un ordinateur peut coûter encore plus cher. Et donc, du coup, le mobile devient le point d'entrée, en fait, sur le monde. Et du coup, c'est complètement. Voilà, donc, aujourd'hui, tu fais un sondage dans la rue. Je pense que tu auras du mal à trouver plus de 5% de ta population qui n'a pas de téléphone. Je pense qu'aujourd'hui, le téléphone, c'est c'est fou à dire, mais c'est presque un bien de nécessité. Enfin, bien sûr. Donc, on permet de donner cet accès à une personne qui subit un effet de mode quand même. Donc aujourd'hui, si t'as pas un smartphone, c'est un peu bizarre. Les gens vont te regarder. Donc, d'une manière, tu te fonds dans la masse et tu as un produit qui ressemble à tous les autres, avec un appareil photo, etc. Et donc ça, c'est un impact sociétal assez fort.
et qui, du coup, a cette casquette d'impact social très fort, qui est que les personnes vont se sentir mieux, vont se sentir comme les autres, et tu crées un degré d'équilibre, de partage, qui sont en fait les valeurs aujourd'hui qu'on porte chez Certidil, qui ont cet ADN, tu vois, de partage. On parlait de partage, de formation. On fait aujourd'hui des formations à des métiers de réparateurs à titre gratuit avec des associations de réinsertion. Là aussi, c'est un point important, parce que on a parlé en fait donc l'économie circulaire, donc on voit bien le sujet environnemental, tout ce que cela permet d'éviter en termes de consommation. On a l'aspect sociétal qui est de dire que vous permettez d'avoir accès en fait à un bien aujourd'hui de première nécessité pour plein de sujets. Et puis il y a le sujet que vous avez aussi abordé, puisque quand vous avez lancé en fait cette activité, se posait la question de trouver des gens capables de réparer. Et donc là, vous avez réussi en fait à combiner votre besoin et en fait une utilité de se dire, comme tu l'indiques, il y a probablement des gens qui ont un besoin de formation, qui ont besoin d'être aidés. Et donc là, raconte-moi peut-être ce que vous faites sur cette thématique-là. Un métier probablement méconnu, une formation plutôt, je dirais, qui n'existe pas vraiment. Et du coup, on s'est dit, on a construit Certidil en formant des personnes à des métiers. Pour une anecdote, aujourd'hui, notre responsable logistique a commencé en alternance chez nous. Elle testait des téléphones. Donc, une appli de test, une appli qu'on a développée, et elle testait, et aujourd'hui, elle a évolué, elle chapeaute 70 personnes. Donc, on a toujours eu cette volonté de partager un savoir-faire, une connaissance, et donner une soif un peu d'apprendre, une envie, essayer aussi à notre tour d'être inspirant, comme nous, on a été inspirés par d'autres personnes. Et du coup, la formation au métier de réparateur, qui sont finalement un petit peu le nerf de la guerre du reconditionnement. Si tu répares pas, si tu sais pas réparer les produits, en fait, soit tu as un modèle qui fonctionne pas en termes de rentabilité, parce que les produits qui ont des problèmes, du coup, tu sais pas quoi en faire, donc c'est ta problématique, et tu rachètes et tu stockes. Donc tu t'imagines bien le sujet. Soit, si tu sais pas les réparer, ou que tu veux que les réparer et les rendre beaux, tu les rends beaux, mais pour le coup, ils fonctionnent pas, donc tu as des boîtes qui survivent pas. Donc, nous, le métier de réparateur, c'est vraiment pour la fonctionnalité du produit. Et un produit peut être réparé quand bien même il a une rayure. On gardera l'écran. S'il est parfaitement fonctionnel, on le gardera. Et du coup, dans cette demande d'avoir des réparateurs, on s'est rendu compte qu'il y en avait trop peu, que on avait du mal à recruter, etc. On a créé une formation qui s'appelle la Certi Academy. On a travaillé avec des associations de réinsertion professionnelle, donc à des personnes finalement qui se cherchent dans une société où il n'est pas toujours facile de se trouver une place. Et du coup, notre ADN, je dirais, de partage, notre ADN de diversité qui se représente chez Certidil, on a réussi à l'appliquer dans cette formation. Alors, on s'engage pas à recruter toutes les personnes qu'on engage, mais par contre, on leur rouvre, je dirais, les mains. Parce que c'est un marchepied, c'est-à-dire que c'est aussi dans votre capacité à accueillir cette population, c'est aussi de se dire, on a des gens qui se cherchent, et du coup, même si ils ne sont pas recrutés par Certidil, ça leur permet potentiellement de se remettre sur un marché. Alors, je dis pas que c'est la seule formation, il y en a des tonnes de formations sur lesquelles on préfère. Mais nous, on s'est dit, on va partager. Et c'est important aussi pour nos équipes de transmettre, donc tout le côté transmission. Donc tous nos réparateurs, aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui sont en charge des formations, qui forment. Et du coup, voilà, t'as un impact, si tu veux, qui est au-delà de l'impact simple du produit, induit par le produit et par le côté environnemental, qui est certes là, mais qui n'est pas que l'impact qu'on exploite. Top. Donc ça, c'est clair. Si on parle un peu d'ambition d'avenir, du coup, aujourd'hui, vous êtes positionné, tu l'indiquais, présent en fait principalement en France, Espagne, Italie. Comment tu vois la suite? C'est quoi l'étape d'après? Comment vous projetez la société à court, moyen terme? Alors, au présent, comme tu l'as dit, on est présent en Europe. Donc, on est dans 7 pays d'Europe. Donc, il y a quelques autres pays que ceux que tu citais, Portugal, Belgique, Irlande, quelques autres. On est très présent dans nos 3 gros marchés qui sont France, Italie, Espagne. Nous, ce qu'on se dit, c'est que
on est sur un marché qui continue d'évoluer, qui continue de grandir. La dynamique, c'est la dynamique qu'on voit chez Certideal en termes de part de marché. On récupère de plus en plus de marché, de par aussi la volonté d'avoir un achat serein avec une réassurance et un repeat qui existe. Donc la France, l'Espagne, l'Italie resteront nos 3 gros pays. La pénétration dans d'autres pays, elle existe. On est en train d'ouvrir 2 autres marchés en Europe. Je dirais qu'à moyen terme, le focus, c'est de consolider notre présence dans les pays dans lesquels on est. Je te donne une info, on va pas ouvrir demain les États-Unis. C'est pas ce qui nous intéresse. C'est vraiment accentuer, consolider notre présence. Après, il y a un sujet vertical produit. Ça, c'est un sujet qui est intéressant. Avec l'expertise et le savoir-faire qu'on a développé aujourd'hui dans le reconditionnement et dans la capacité à réparer un produit de A à Z, à recycler un produit, avoir des deals avec Veolia, de recycleurs, etc. On sait aujourd'hui déployer ce qu'on a créé avec nos outils sur d'autres verticales comme l'ordinateur. Parce qu'aujourd'hui, les ventes, le canal principal, vous vendez principalement du téléphone et de la tablette. Aujourd'hui, c'est 90% de smartphones. D'accord. Et 10%, je dirais, un global de tablettes, AirPods et autres. Depuis cet été, on a ouvert les Mac. Les Mac, donc pareil, avec donc ça, c'est une des verticales. Une des verticales potentiellement, vous pourriez qui grandit accélérer. extrêmement vite chez nous, qui va plus vite presque que les forecasts qu'on a. Donc, c'est la verticale aujourd'hui qui est, on parlait de court et moyen terme, qui va accompagner la croissance aussi de Certideal en parallèle de celle des smartphones. Et ça, c'est intéressant de se dire que sur les marchés dans lesquels on est présent, finalement, la verticale se duplique de manière très naturelle, très limpide, avec une cible de clients qui est assez similaire. Alors, un repeat qui sera moins fort, parce qu'aujourd'hui, il faut pas oublier que le smartphone, c'est un produit, comme on l'a dit, nous, on parle de nécessité, mais c'est surtout que c'est un produit que tu montres à la société. Donc, les gens assument moins de garder un téléphone trop vite, puis le casse, etc. Un ordinateur, tu as quand même une conscience et une activité dessus qui fait que tu peux garder ton ordi 3 ans. Un smartphone, c'est plutôt 18 mois, donc les cycles sont plus rapides sur le smartphone. Mais en revanche, le Mac, il y a un gros besoin aussi sur le Mac reconditionné. Donc du vertical, de l'international. En termes de canaux, on a vu apparaître dans votre secteur des sujets d'abonnement en fait, de téléphone. Vous en pensez quoi, Moi, ça m'interpelle de dire... Donc, on voit de plus en plus cette notion d'abonnement qui apparaît sur plein de choses. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui vous titille ou comment vous voyez ce marché apparaître? Alors, si on refait l'histoire du téléphone, avant 2012, avant l'arrivée de Free, tu avais ton forfait. Ouais. Avec ton téléphone gratuit dedans, qui était fourni par l'opérateur et puis tu payais. Donc, finalement, l'abonnement, c'était celui-ci. Ouais. Volonté d'être disruptif sur le marché, Xavier Niel, Free, et puis on scinde l'offre en 2. Tu as le forfait d'un côté, le smartphone de l'autre côté. Là, c'est vrai que on voit que chez les opérateurs, là où ils ne vendaient que du neuf, ils se retrouvent à vendre sur des produits de forfait avec téléphone, du reconditionné. Donc, ça a démocratisé d'autres acteurs à proposer du leasing. Nous, ce qu'on pense, c'est que l'échelonnement du prix, il est important dans notre société. Et il a un effet qui est positif, il a une écoute du consommateur. Et quand bien même c'est que 400 €, c'est 400 €, c'est énorme aujourd'hui. 400 €, si tu divises par 20 mois, 24 mois, t'es quand même beaucoup plus à l'aise d'aller dépenser tous les mois que 20 €, que d'aller dépenser d'un coup en one shot. Donc, nous, on pense que l'échelonnement du prix, il est intéressant. Donc, le côté leasing, pour te dire que le produit t'appartient pas. Du coup, t'as dépensé pendant 24 mois. Quelque chose qui t'appartient pas. Un truc qui t'appartient pas. Y a pas de valeur, etc. Moi, je suis pas certaine que ça ait l'effet si pertinent pour le consommateur, si pertinent pour l'entreprise. Alors, dans les chiffres et comptablement, je peux te montrer que c'est intéressant. Parce que du coup, tu amortiras le prix d'achat à la fin de ton leasing. Donc, pas de sujet. Mais je pense que c'est une question de prix. Et nous, ce qu'on fait, c'est que, oui,
on avait du paiement 3 fois, 4 fois. Je pense qu'arriver au paiement à 24 fois, c'est important, c'est intéressant. Mais le fait d'avoir une valeur, oui. Chez vous, en fait, là, aujourd'hui, en fait, sur Certideal, on peut payer son téléphone en plusieurs fois. Oui. Potentiellement, dans les idées, c'est de se dire, potentiellement... Tu peux déjà te payer en 24 fois, donc oui, on l'a fait. On peut déjà, d'accord. Ouais. Oui. Donc, vous êtes déjà, donc, en fait, oui, on l'a fait. sur un modèle d'étalement qui permet de se rapprocher. On a ce modèle, mais à la fin, le produit appartient au client. Il y a une valeur de revente et nous, on pousse le client à lui faire comprendre aussi de l'impact qu'il peut avoir dans cette économie circulaire. Et l'acte de revente, enfin, pour nous, c'est une incentive importante et une conscience qu'on a envie que le consommateur ait. Et finalement, dans le leasing, le produit t'appartient pas, il revient, la conscience même de le garder dans un bon état, il est un peu moins fort. Enfin, voilà, nous, on pense que... Ok, super. Mais on arrive à la fin de nos fameuses 30 minutes, parce que c'est l'engagement qu'on prend pour être condensé et intense dans les échanges. Merci beaucoup. Est-ce que tu as dernière chose à ajouter, un dernier mot avant qu'on clôture ce podcast? Non, je dirais que peut-être que le modèle actuellement du VC qui s'est recentré sur la croissance, mais la croissance rentable, je pense que c'est un postulat qu'il est important de garder en tête, en fait, quand on monte une boîte. Et que et je dis pas que c'est vraiment que la faute de l'entrepreneur, mais plutôt, tu vois, le combinaison du fonds, de l'entreprise, etc., qui veut aller chercher de la croissance à tout prix. En fait, c'est pas à tout prix. Je pense que c'est hyper important de garder ça en tête. Super, merci Laure, et merci à tous, et à bientôt sur Growfast Nawat.